bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Société. Ce soir, on va s'intéresser à l'avenir de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Le 19 mars dernier, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche débloquait une enveloppe de 2,6 millions d'euros sous forme d'avance remboursable pour permettre donc à l'UVSQ de présenter un budget 2014 conforme. Une avance conditionnée à des efforts à consentir. Un peu plus d'un mois plus tard, alors nous avons voulu savoir si des choses avaient changé, si des efforts avaient été effectivement consentis et quelles pouvaient être notamment les inquiétudes des différents corps représentés au sein de cette université. Alors autour de cette table, Brigitte Chauvin, bonsoir. Vous êtes responsable SNESUP à Versailles, vous êtes également professeur de mathématiques. En face de vous, Céline Dumoulin, bonsoir. Vous représentez le personnel et vous êtes secrétaire générale CGT au sein de l'UVSQ. Et puis enfin, Laura Naveter, bonsoir. Vous êtes la présidente d'Inter-Assos UVSQ, une fédération qui regroupe 14 associations étudiantes. Et puis je précise que nous avions convié un représentant de la présidence, mais l'emploi du temps de ces représentants n'était pas compatible avec cette émission. Alors j'ai envie de vous poser d'abord à chacune une première question. Quand vous avez appris que le ministère débloquait 2,6 millions d'euros, est-ce que ça a été un soulagement, Brigitte Chauvin ? Vous êtes dit, ça y est, l'université est sauvée ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ah bon. Il faut peut-être replacer ça dans le cadre justement des difficultés financières de l'université qui, depuis cet automne, sont apparues comme très importantes. Et donc, il y avait eu une toute première participation de la ministre de 800 000 euros à la fin de l'année 2013 qui ont servi juste à éviter la cessation de paiement. Et puis en 2014, les premières prévisions de budget faisaient état d'un besoin d'environ 10 millions d'euros. Et puis, au premier CA, au premier conseil d'administration, le budget présenté faisait état d'un manque de 5 et quelques millions d'euros de fonctionnement seulement. Et donc, on voit bien que la politique de la ministre, c'était de donner un petit peu pour essayer de... Il y a vraiment un bras de fer qui s'est engagé. Et donc, 2,6, on voit bien que ça ne suffisait pas. C'était juste pour essayer de sauver, mois par mois... Disons pour permettre à l'université de continuer à fonctionner malgré ses déficits. Voilà. Céline Dumoulin, vous partagez ce point de vue ? Oui, complètement. Effectivement, les 2,6 millions qui sont annoncés comme une avance ne suffiront pas à faire fonctionner l'université toute l'année civile. C'est impossible. Comme le rappelait effectivement Brigitte Chauvin, on avait effectivement en début d'année un budget qui donnait un déficit de 5 millions en termes de fonctionnement, déjà associé à un plan de restriction budgétaire tout à fait important, qui se traduit notamment par le gel des postes. Donc là, on nous demande encore des économies supplémentaires. Ça veut dire que là, les activités premières de l'université, qui sont l'enseignement et la recherche, sont directement en danger et menacées par cette enveloppe qui ne suffira pas de toute façon. Le ministère sera obligé de débloquer à la rentrée 2014 des nouveaux moyens pour fonctionner. Mais effectivement, il y a un espèce de jeu comme ça qui est d'essayer de faire fonctionner l'austérité le plus loin possible pour donner le moins d'argent dans un budget de l'État qui est effectivement très contraint. Alors, Anna Vetter, ces 2,6 millions, ça ne suffisait pas ? C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Donc clairement, le budget qui a été voté lors du conseil d'administration du mois de février, dedans, il y avait déjà beaucoup de coupes, il y avait beaucoup de restrictions au niveau des emplois, donc c'est-à-dire le premier poste libéré est un premier poste gelé, donc du coup, il n'y a plus assez d'enseignants. Et par ailleurs, on a observé plusieurs autres coupes, comme par exemple concernant les bibliothèques universitaires ou la santé des étudiants, où il y a des coupes, par exemple pour la santé, on passe de 220 000 à 140 000 euros. Et on ne sait même pas ce que ça veut dire concernant la santé des étudiants. Est-ce que ça va impacter pour eux ? Pour revenir sur la bibliothèque universitaire, les vrais changements aujourd'hui, c'est par exemple une bibliothèque universitaire qui serait fermée le samedi matin. Le samedi, oui. Donc le samedi toute la journée, qui habituellement est ouvert de 8h à 18h et qui maintenant va être fermé tous les samedis. Certains disent 4 semaines. Dans le rapport de la DEBIST, on lit jusqu'au minimum novembre. Donc voilà, il y a en effet un bras de fer aussi entre... l'administration qui nous dit que la présidence qui nous dit que 4 semaines, et finalement dans les documents officiels de l'administration qui nous dit jusqu'à novembre. Donc c'est complètement différent pour les étudiants. Oui, vous avez l'impression que c'est effectivement une situation pas du jour par jour, mais pratiquement du mois par mois. Il n'y a pas de vision comme ça. On essaie aussi de nous faire penser ça. Je pense que
la vision, certains l'ont quand même de façon assez claire et depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on sait que les budgets qui étaient votés étaient insincères, par exemple. On n'a pas découvert ça quand même. Alors insincère, pour rappeler, c'est-à-dire que les budgets étaient votés à l'équilibre, puisque c'est obligatoire, l'université doit présenter un budget à l'équilibre, que malgré tout, c'était pas forcément... Malgré tout, on peut toujours faire des prévisions de recettes qui sont trop optimistes et dont on sait à l'avance qu'elles sont optimistes. Je voudrais justement qu'on évoque pourquoi ces dérives. Je rapporte les conclusions de la Cour des comptes sur la gestion de l'université entre 2006 et 2012, université qui était placée sous la présidence de Sylvie Faucheux. Et on va voir sur le communiqué de presse, notamment du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, que les propos sont quand même sévères, puisque la Cour des comptes relève une augmentation insuffisamment maîtrisée des emplois, des recours excessifs aux heures complémentaires, également 2 opérations de partenariat public-privé, dont celui de l'UFR de la Santé, qui a généré des charges non prévues à autour de 700 000 € annuels, et l'autre qui portait sur des contrats de performance énergétique qui ont conduit à doubler le prix d'achat des fluides. Il y a eu également des surévaluations de dépenses. Et puis, enfin, dernier point, les mécanismes de contrôle qui n'ont pas fonctionné. Alors, quand on découvre tout ça, c'est quand même très important, on se dit quoi alors ? On se dit, mais comment ça se fait que personne n'ait arrêté ça ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une situation que vit l'UVSQ actuellement, mais que toutes les universités vivent malheureusement aussi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des choix quand même qui sont faits au niveau du ministère, d'abonder par exemple une enveloppe de crédit impôt recherche, au détriment, effectivement, d'un financement direct des universités. L'enveloppe, le crédit impôt recherche, c'est 6 milliards, c'est une enveloppe de 6 milliards, alors qu'on évalue à 350 millions d'euros l'enveloppe nécessaire pour remettre en état de fonctionnement correct l'ensemble des universités françaises. Donc ça, c'est la première chose. Il y a quand même, effectivement, un choix du ministère. Dans ce cadre-là, c'est vrai qu'il y a eu une gestion, on va dire, assez débridée et en tout cas une politique ambitieuse alors qu'on n'avait pas les moyens de cette politique à l'université de Versailles-Saint-Quentin, qui se traduit notamment par effectivement la signature des 2 fameux partenariats public-privé, l'un pour la construction d'un bâtiment de l'UFR de médecine et l'autre pour donc un contrat de performance énergétique. Donc oui, voilà, c'est sûr qu'il y a eu, enfin là on est à 2 niveaux effectivement de dépenses, enfin de situation dans laquelle nous met le ministère, mais aussi d'une gestion passée sur lequel effectivement le rapport de la Cour des comptes apporte quand même déjà un certain nombre d'éléments. Mais ce qu'il faut voir, c'est quand même pour la signature de ces PPP, et là le ministère a quand même un discours assez hypocrite, ainsi que pour le vote des budgets insincères que signalait Brigitte Chauvin, chaque fois, les procédures de contrôle, elles engagent quand même les représentants de l'État ou le ministère directement. Ça a été le cas pour la signature. C'est-à-dire que ces opérations de contrôle, elles sont quoi ? Elles sont pas solides alors, en fait ? Elles sont dans le cadre d'une politique générale de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, voilà. Le recteur est au courant de tout ce qui se vote au niveau des budgets. Il est présent, lui en personne ou... une de ses assistantes est présente directement lors des conseils d'administration et il a tous les budgets et il vote et vote pour. Et donc ça veut dire au courant de tout ce qui se passait. Aujourd'hui, ça pourrait se reproduire, ce genre de dérive ? Est-ce qu'il y a dans le cadre de LRE, des garde-fous à votre avis qui ont été mis en place ? Oui. Pas tellement, non, parce que ce qu'on appelle donc sous le sigle RCE, responsabilité, compétences élargies, ce sont des jolis mots, mais pour dire quoi ? Pour dire que les présidents d'université sont autonomes. Et c'est vrai que dans le cadre de la loi LRU, qui date maintenant d'il y a c'est 7 ans, 2007, il y a eu effectivement un pouvoir extrêmement accru accordé au président d'université. Et on en voit les effets, et les effets vont continuer. Et donc, pour répondre à votre question, oui, je crois que oui, hélas, c'est encore possible. Bon, c'est encore possible. Je reviens donc sur ces fameux 2,5 millions d'euros qui ont été consentis par le ministère sous forme d'avance remboursable. Vous avez dit que c'est pas assez. Malgré tout, ces 2 millions ont été versés. Je voudrais maintenant qu'on écoute Geneviève Fiorasso. Elle est secrétaire d'État donc à l'enseignement supérieur et à la recherche. Elle explique sur les efforts qu'elle a demandé à l'université et aussi elle demande un délai de 2 à 3 ans nécessaire au redressement selon elle. On l'écoute. Nous avons aussi demandé des efforts. 15 000 étudiants, plus de 40 sites
d'implantation de cette université. Ça n'était vraiment pas possible, d'autant que certains de ces sites sont remplis seulement pour le quart. Donc le quart des bâtiments. Donc il y avait une rationalisation opérée, il y avait des PPP à renégocier, il y avait un sérieux budgétaire à rétablir, et puis il y avait un accompagnement et une formation à la fois de l'équipe de gouvernance et puis de l'équipe de direction. C'est ce que nous avons fait. Puis je crois que les universités doivent trouver d'autres ressources. Nous avons augmenté de 2,9% les moyens en 2 ans. Mais par exemple, pour la formation continue, les universités ne vont pas suffisamment chercher de ressources. Elles ne vont pas suffisamment proposer une offre de formation pour la formation continue. Et les entreprises n'ont pas non plus l'habitude de s'adresser à elles. Donc là, il y a un effort à accompagner. Alors voilà, je voudrais votre réaction sur les propos de la secrétaire d'État. Donc il faut mieux mutualiser les formations, il faut mieux rationaliser les bâtiments. Pour le VSQ, c'est la solution. Sur la rationalisation des bâtiments, on manque d'éléments là peut-être transmis par la direction de l'université pour avoir quelque chose d'assez concret. Bon, il ne me semble pas qu'il y ait... Mais quand vous entendez la ministre qui dit justement il y a 40 bâtiments pour 15 000 étudiants, c'est beaucoup trop. 40 Certains sont ça pas. me paraît beaucoup. Oui. Moi, dans ma mémoire, pour avoir été quand même au CA assez longtemps, il y a 10 sites, c'est-à-dire 10 sites géographiques dans les Yvelines, sur tout le département des Yvelines, qui, comme vous le savez, est très étendu. Donc effectivement, c'est beaucoup. 40, bon, peut-être qu'on compte un bâtiment, et puis le bâtiment d'en face, de l'autre côté de la cour. Peut-être ça fait 2 pour Madame la Ministre. Bon, voilà. Mais qu'il faille y rationaliser, bien sûr qu'il faut rationaliser, et je pense que le travail est fait en ce sens à tous les niveaux, que ce soit dans l'enseignement, dans la recherche, dans la maintenance des bâtiments. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il faut balayer devant sa porte et qu'il faut rationaliser. Ça, je pense que la première partie de son discours est raisonnable. Pas après. Alors après, il faut aller chercher des moyens. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'a dit Madame Fioraso dans les Échos il y a quelque temps, où elle a écrit que les universités devaient changer de culture et devenir des centres de profit. Donc c'est ça que j'entends dans la deuxième partie de son discours. Et alors là, non, enfin, je ne pense pas que les universités doivent être des centres de profit. Voilà, je pense que si je vous pose la question à toutes les deux, vous allez répondre pareil que Brigitte Chauvin. Les universités ne doivent pas être des centres peut-être pour compléter, je pense qu'il faut arrêter de jeter l'opprobre sur l'ensemble de la communauté universitaire de l'UVSQ. Il y a eu des dérives qui ont été faites par une petite partie de cette communauté et que la majorité des personnels et des étudiants de l'UVSQ sont des gens raisonnables, soucieux des deniers publics et qu'on n'est pas dans l'ensemble une université qui travaille, enfin qui gaspille de l'argent public. Moi, ce que je vois au quotidien, c'est effectivement des collègues, des enseignants qui font des efforts pour assurer, malgré la situation très difficile, l'ensemble de leur mission de service public, d'enseignement, pour assurer aux étudiants des conditions d'études les plus favorables possibles. Alors justement, vous parlez de situations difficiles. La ministre qui dit qu'il faut assurer un redressement dans les 2-3 ans, ça veut dire en gros encore des efforts à faire, alors qu'il y a déjà eu un plan qui a été mis en place. Concrètement, au quotidien, comment ça se traduit dans vos services respectifs et peut-être globalement aussi pour les étudiants? Comment ça se traduit ces efforts qui sont demandés? Ça se traduit de multiples façons. Je crois qu'on a tous des exemples. Oui. Donc moi, je peux vous dire, sur l'UFR de sciences, c'est un peu tous azimuts. Donc côté enseignement, par exemple, le budget a tellement baissé pour l'UFR de sciences que les enseignants ne peuvent plus faire de photocopies, ni de cours, ni de travaux dirigés pour les étudiants. Donc voilà, quand même un problème assez majeur. Les laboratoires de recherche qui font pourtant, qui sont extrêmement bien évalués, qui sont tout à fait remarquables, qui font du très bon boulot, les budgets ont été amputés de 75%. Donc il y a 25% de budget de fonctionnement pour les labos. Ça veut dire qu'on ne peut plus partir en mission, on peut plus on peut plus faire son travail de chercheur, quoi. Donc, et encore, moi je suis en mathématiques, donc je connais moins les
les contraintes des labos de sciences expérimentales. Mais là, je pense que ça doit être absolument épouvantable, quoi. Et vous me donniez d'ailleurs l'exemple du secteur de la biologie où les enseignants et chercheurs se sont rassemblés en assemblée générale pour voir où est-ce qu'on pouvait encore rogner. Absolument, parce que c'est ça. Ils disent non, là, on peut plus, quoi. Le gel de poste, ça veut dire qu'on n'a pas assez de gens pour fonctionner. Les budgets de fonctionnement en baisse. Il y a eu déjà des suppressions de travaux pratiques en première année de biologie. Donc là, stop, arrêtez, on ne peut plus, quoi. On ne peut plus. Alors, on ne peut plus du côté des enseignants, du côté du personnel, est-ce qu'on ne peut plus non plus? Oui, c'est la même problématique et la même effectivement baisse de 75% de fonctionnement qui est aussi le lot des services. Donc effectivement des services notamment qui travaillaient sur des projets à l'année n'ont plus du tout les capacités de réaliser leur activité. C'est-à-dire qu'on a vraiment de quoi survivre pendant une année, mais sans mettre en place réellement de choses. À ça, pour le personnel, s'ajoute la crainte, effectivement, puisque côté personnel administratif et technique, il y a une grande partie de personnel qui sont contractuels, la crainte, effectivement, de voir leur contrat non renouvelé, sachant qu'il y a beaucoup de contrats qui arrivent à échéance fin août 2014. Donc, cette enveloppe de 2,6 millions qui permet peut-être de fonctionner jusqu'à juillet-août, qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les nouvelles mesures si, effectivement, le ministère ne dégage pas suffisamment d'argent pour reconduire le personnel? Vous êtes au sein du laboratoire Printemps, c'est le laboratoire de sociologie. Oui. Chez vous, ça se passe plutôt bien. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez du coup des financements à la fois de l'université, à la fois du CNRS, à la fois des financements extérieurs? C'est peut-être un exemple à suivre Alors, ça se passe pas bien, comme pour l'ensemble des laboratoires. Ça passe peut-être mieux qu'ailleurs, en tout cas. Par exemple, ça se traduit. Alors, en sciences humaines, effectivement, il y a peut-être moins de besoins, de moyens. En tout cas, les moyens sont moins importants pour fonctionner et pour réaliser des recherches, quoique. Mais en tout cas, nous, ce dont on a cruellement besoin, c'est des postes. Bien des postes de soit personnel administratif, des ingénieurs dans les labos, et puis des postes de chercheurs et d'enseignants-chercheurs pour réaliser les recherches. Donc ça, les postes, c'est gelé. Déjà, c'est fini, on n'en a plus. La particularité des unités, ce qu'on appelle les unités mixtes de recherche, qui sont associées à la fois à l'université et à des organismes de recherche type CNRS, c'est qu'il y a quand même un budget de l'autre tutelle, mais qui n'est pas un budget non plus incommensurable. Non, ce que ça traduit, c'est que ça oblige effectivement pour pouvoir réaliser sa recherche, d'aller chercher des financements à l'extérieur, mais avec des financements qui sont contraints aussi. Je veux dire, nous, on est financés principalement par les organismes publics, par les ministères, par les ANR. Donc, voilà, tout ça participe d'une même enveloppe qui est contrainte à tous les niveaux, quoi. Donc, Laura Nefter, alors vous, au niveau des étudiants, est-ce qu'il y a des inquiétudes? Bien sûr, il y a des inquiétudes de tous bords parce que, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, premier poste libéré, premier poste gelé. Donc du coup, il y a moins d'enseignants. La première filière impactée étant la filière STAPS actuellement, qui au lieu de 4 enseignants... Oui, le STAPS, c'est le sport. Et donc qui au lieu d'avoir 4 enseignants, maintenant on n'en a plus que 2. Du coup, pour la rentrée 2014, il va y avoir une diminution de la capacité d'accueil pour les étudiants. Donc ça veut dire que les futurs étudiants qui vont vouloir venir en L1 STAPS ne vont pas pouvoir s'inscrire à l'UVSQ, ou ils vont devoir aller ailleurs, comme à Nanterre ou à Orsay. Donc comme l'a souligné... on a aussi une diminution au niveau de l'impression des polis. Avant, les étudiants pouvaient imprimer quelques feuilles, donc c'est une dizaine par jour. Et maintenant, c'est 0. Donc pareil, les enseignants ne peuvent plus imprimer les feuilles de TD. Du coup, pour travailler, c'est forcément moins efficace, c'est moins pratique. Par ailleurs, il y a une augmentation du nombre de cours magistraux et une diminution des TD, alors que ce sont les TD qui font la qualité des enseignements, parce que du coup, il y a un enseignant pour un plus petit nombre d'étudiants, ce qui permet de plus facilement échanger et de permettre de progresser assez facilement, parce que l'enseignant peut du coup bien se concentrer sur le groupe d'étudiants qu'il a. Donc ça s'impacte sur la bibliothèque universitaire. Donc on voit que la BU de Saint-Quentin-en-Yvelines va fermer maintenant tous les samedis, mais il y a aussi celle d'Ambroise Paré pour les externes, qui avant fermait à 22h30, maintenant ferme à 17h30 et ne pourra plus être ouvert non plus le samedi. Alors que les externes, donc c'est un internat ils doivent passer le concours de l'internat, donc pour eux c'est forcément problématique. Et depuis 2012, on n'a pas acheté aucun livre n'a été acheté par l'université. Donc du coup, les codes civils, tous les codes pour le droit ou n'importe quel livre qui est d'habitude racheté en début d'année n'est pas fait. Et du coup, les étudiants se retrouvent avec
moins de bouquins un jour, ce qui est problématique pour eux et doivent se renseigner ailleurs ou acheter des livres. On voit cette belle bibliothèque universitaire quand même qui a été le dernier grand bâtiment construit, justement où les étudiants sont mobilisés pour cette ouverture qu'elle continue le samedi. Pour quel résultat, votre mobilisation ? Pour le moment, pour pas grand-chose. J'attends toujours qu'on accepte de me recevoir pour pouvoir parler de ça. Donc, parce que j'aimerais justement savoir si ça va être effectivement que 4 samedis ou jusqu'au mois de novembre, parce qu'on a quand même deux forces qui s'opposent et qui nous disent des choses complètement différentes. Si c'est 4 samedis, vraiment, qu'est-ce qui nous empêche, au lieu de le faire au mois de mai, en pleine période de partiel, et de ne pas pouvoir le mettre plus tard, plutôt en septembre, ça paraîtrait plus logique. En plus, ça nous permettrait à la limite, nous, de nous retourner. Enfin, particulièrement, moi, j'accepterais de venir un samedi aider gratuitement à l'université. Et je sais qu'il y a des étudiants et des associatifs qui veulent bien venir un après-midi, une matinée ou une journée pour maintenir la bibliothèque universitaire ouverte. C'est aussi, voilà, on sait tous la crise, ce que ça entraîne pour nous. Et on a tous envie de se mobiliser, mais pas au détriment de tous les étudiants qui ont besoin d'apprendre. Et pareil, pour le samedi, il y a aussi énormément de lycéens qui viennent réviser leur bac à la bibliothèque. Et donc, c'est aussi les lycéens qui sont endommagés, les chercheurs. Enfin, voilà, c'est tout. Il n'y a presque plus d'abonnements. Enfin, voilà. Donc, l'enseignement et la recherche sont complètement impactés avec toute cette crise. Alors, comment vous la sentez, cette rentrée de septembre 2014 ? J'ai l'impression compliquée. Un peu, pas rose en tout cas, mais assurément un peu grise. Oui. Est-ce que ça se ressent déjà sur les inscriptions, sur les demandes de renseignements des étudiants qui doivent se dire « Oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver si on vient étudier à l'UVSQ ?» Ça, j'ai l'impression que c'est pas tant que ça. Et justement, parce que ce que soulignait Céline Dumoulin tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une telle prise de conscience et puis une telle solidarité en fait des enseignants, des chercheurs et de l'ensemble des personnels. Donc vous, au quotidien, vous ressentez au quotidien, il y a des efforts vraiment très importants qui sont forcément se ressentent pas forcément directement sur les étudiants, sur les études. C'est-à-dire que les étudiants aient des craintes, évidemment, pour la rentrée, oui, ça, je pense que toutes les familles, il doit y en avoir qui regardent votre chaîne là en ce moment et qui se disent, bon, est-ce que notre fils, notre fille, est-ce qu'il faut les inscrire ? Et je pense que, bon, la qualité de l'enseignement, la qualité de la recherche, elle n'est pas impactée, pas pour l'instant. Parce que ce sont des processus à long terme quand même l'université a été construite avec beaucoup d'engagement de tous les personnels. Mais bon, il faudrait quand même être prudent, quoi. Il faut quand même faire attention. Vigilance peut-être aussi. Oui, et que l'engagement continue, c'est-à-dire que l'engagement de la part des personnels, il est réel, il est quotidien, mais il faut qu'en face il y ait un engagement aussi de la part de l'État. Sinon, ça ne va pas aller. Pareil, vigilance, inquiétude, mais et vigilance, quoi. Oui, et puis l'avenir n'est pas rose, c'est sûr. Et en plus, il n'est pas complètement clair. C'est-à-dire qu'il y a encore des zones de flou quand même, et encore des questions qui restent en suspens et sur lesquelles on demande, notamment à la direction de l'université, de revenir et de faire un bilan vraiment complètement à plat sur la politique. On regrette d'ailleurs que la direction de l'université ne soit pas présente ce soir. Ça aurait été vraiment intéressant d'avoir son point de vue. Merci en tout cas à vous trois d'être venus sur le plateau Téléfilm pour débattre de l'avenir de l'université de Versailles-Saint-Quentin et nous expliquer votre quotidien au sein de cette université. Merci beaucoup et bonne soirée.